attaquer, je vais vous partager mon écran. Attendez. Hop. Marine, c'est bon, on voit mes slides? Yes, parfait. Okay. Donc déjà, on m'a demandé de me présenter un petit peu plus en détail. C'est vrai que je n'ai pas forcément eu le temps de le faire depuis le début du programme. Donc je vais vous parler quand même un petit peu de moi, de mon parcours, avant School Lab, pendant School Lab et aussi ce que je fais un peu à côté. Donc moi déjà, j'ai fait des études de développement logiciel à Epitech et ensuite j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai un peu un double background business et tech. Et j'ai créé une société qui s'appelle Edencia, dont la vocation est de faire de l'IT for equity. En gros, c'est de prendre des participations dans une startup et en échange, on leur fait toute la création du produit, donc plutôt le démarrage du produit. Donc on s'occupe de toute la partie tech, design, algorithme, etc. Voilà, donc j'ai lancé ça en 2013 pendant mes études avec l'un de mes associés, enfin avec un associé. Donc ça fait 7 ans qu'on a cette boîte et du coup on a lancé pas mal de boîtes. On a d'abord lancé une boîte qui s'appelle Angel Square, qui est une plateforme de mise en relation entre start-up et investisseurs. Donc là, en fait, quand on s'est lancé, on s'est toujours dit que dans nos business, il fallait quand même qu'on essaie d'en tirer le maximum de valeur sur le long terme. Donc créer une plateforme qui met en relation start-up et investisseurs quand on avait comme vocation à justement créer plein de start-up, ça faisait super sens dans notre vision long terme. Donc à chaque fois, j'ai essayé de construire un peu un écosystème autour de la boîte. Et je continue de le faire. Donc on a créé cette boîte-là, Angel Square. Donc ça fait depuis 2013 que ça existe. L'équipe, c'est une quinzaine de personnes. C'est plusieurs millions d'euros de CA. Donc voilà, donc nous on a travaillé pendant 1 an et demi sur le projet pour le lancer. Et après, une fois que ça a commencé à bien décoller, du coup ils ont recruté un CTO à qui on a fait la passation tech, etc. Donc voilà comment j'ai démarré un petit peu dans l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai lancé une startup dans l'immobilier avec 2 autres associés. Bon là, ça n'a pas du tout marché. On n'était pas très alignés avec les personnes. C'était un peu compliqué. Donc au bout d'1 an, on avait fait un petit peu de CA, mais on a décidé d'arrêter de tous collaborer ensemble. Et il y en a un qui a remonté une startup qui marche plutôt bien. Et le second, du coup, est reparti dans le conseil. Ensuite, suite à ça, on a investi un peu d'argent qu'on avait gagné. On a investi dans une boîte qui s'appelle Bitit, dans les crypto-monnaies. C'est une boîte qui était lancée par un de nos potes d'Epitech. Et du coup, on a investi un peu de cash. Et moi, je me suis occupé de toute la refonte financière. Parce qu'il y avait un gros sujet sur la gestion financière. Comme c'est dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup de réglementations légales, juridiques à mettre en place. Et il faut traquer absolument toutes les transactions. Il faut faire en sorte de bien tout loguer, etc. Donc, je me suis occupé de toute cette partie-là. Bitit, donc ça c'était en 2016. Bitit aujourd'hui c'est une équipe d'une dizaine de personnes. Cette année ils vont faire à peu près 100 millions d'euros de CA. Donc voilà. Donc voilà. Donc globalement j'ai plutôt monté des boîtes jusqu'à 20 personnes. Je suis jamais trop allé au-delà. Et après j'ai commencé à faire pas mal d'investissements et de coaching dans l'écosystème startup. J'ai mentoré un peu à The Family, j'ai mentoré un peu à Nouma, donc voilà. Et du coup en 2017, en juillet 2017, j'ai rejoint School Lab pour lancer le programme Pépite à Station F. Donc j'ai été en charge de designer un programme et de le run au day-to-day. Donc ça, c'était ma première mission à School Lab. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Ensuite, on m'a proposé de prendre toute la direction des programmes startup en janvier 2018, ce que j'ai fait jusqu'en juillet 2019.
où là, je m'occupais de manager l'équipe, de designer les programmes, de faire le coaching des startups. Donc, j'avais beaucoup de missions. Et ça devenait un petit peu compliqué. J'avais pas le temps de mettre en place beaucoup de process et tout. Donc, en 2019, j'ai passé la main à Patricia, qui du coup a fait tout ce travail de mise en place des process. Et en janvier, en mars, il y a Barthélémy, qui était un de nos alumni, qui a monté Abricot, dans lequel j'avais investi, qui du coup nous a rejoint. Il a rendu ses parts dans Abricot. Et il nous a rejoint du coup pour reprendre la direction des programmes, pour que moi je me concentre que sur le coaching et que je m'occupe aussi de mes activités annexes à School Lab. Donc voilà un petit peu. Les activités annexes à School Lab, du coup, qu'est-ce que c'est? J'ai pas mal de participation dans des startups. J'ai investi dans le fonds d'investissement de 42, donc j'essaie aussi d'apporter un peu de valeur aux startups dans lesquelles j'ai investi de l'argent. Donc j'y passe un petit peu de temps. Et ensuite, j'ai aussi la partie IT for Equity que je continue de développer en faisant une boîte par an. Aujourd'hui, je travaille sur une boîte qui s'appelle Startup Sésame, qui développe un SaaS pour optimiser le temps des gens quand ils veulent aller en salon professionnel. En gros, ça les aide à anticiper mieux leur rendez-vous et surtout de mieux qualifier leur rendez-vous. Donc voilà, et à côté, j'ai un product studio où en gros, je fais du product management. Donc ça consiste à faire de l'UX research, du design, du développement. Donc là, on s'adresse plutôt à des cibles grosses PME, ETI, grosses boîtes. Donc c'est plutôt ça notre cible. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des premières questions que vous voulez me poser sur mon parcours. Moi, j'ai juste une petite question du coup sur ton. Bonjour Stéphane. J'ai une Salut. question- Et salut tout le monde. J'ai une question sur du coup ta dernière expérience avec le Product Studio. Il y a tu proposes du coup de l'UX Research. Pourquoi avoir ciblé les grosses PME? Parce que nous, en tant que startup, on peut aussi disposer de conseils à ce niveau-là. Alors tout à fait. Alors après, c'est que là, c'est vraiment une partie agency que je développe. Donc en fait, en gros, dans mes activités, en gros, j'ai deux parties. J'ai une partie qui est très liée à l'investissement, où là, je finance et je passe du temps en conseil. Et j'ai une autre partie qui est de la prestation de service. Alors pourquoi je ne m'adresse pas à des startups qui démarrent? En fait, c'est très simple. C'est vous n'avez pas assez de cash pour payer les prestations. Donc voilà. En gros, c'est tout simple. C'est que je suis comme tout le monde. J'ai besoin de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir financer des startups et tout. Donc je m'adresse plutôt à des gens qui ont les moyens de payer nos prestats. Ok, ça roule. Mais sinon, j'aime bien les startups, hein, j'investis, mais C'est pas ce qui fait bouffer quoi. pas du tout. Si tu comptes sur tes startups pour manger, t'es mal barré. Vous avez d'autres questions du coup C'est bien silencieux ce matin. Il n'y a personne qui a rien à demander. Ok. Bon, du coup, on va attaquer la présentation. Donc, l'idée là aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de l'observation à la proposition de valeur. En fait, là, vous êtes dans une phase où vous avez dû collecter pas mal de questionnaires, pas mal d'observations en one-to-one. Du coup, vous avez une masse d'informations qui est assez conséquente. Et ça devient sûrement assez difficile pour vous aussi d'arriver à faire le tri entre qu'est-ce qui est pertinent ou pas, comment classifier, comment ordonner, comment prioriser aussi éventuellement les solutions. Donc l'idée, c'est que je vais vous présenter deux, trois canevas. Alors, c'est des canevas qui, en temps normal, sont plutôt adaptés à de la gestion product, donc plutôt sur des phases où on a déjà des users. Mais en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience que ces canevas marchent aussi très très bien pour très vite classifier sur la partie observation. Donc voilà. Donc du coup, je les ai un petit peu adaptés, mais c'est un peu le même principe que sur du product management. Donc voilà, donc je vais vous présenter des canevas. Donc il y en a un qui va être très orienté sur vos feedbacks. Il y a un canevas qui va être plutôt orienté sur la concurrence et comment vous démarquer.
Ensuite, on parlera aussi un peu de comment construire une proposition de valeur, comment construire un petit peu aussi un début d'argumentaire commercial quand vous allez un peu pitcher votre projet. Et enfin, je vous présenterai des outils pour pouvoir faire évoluer votre produit de façon itérative dans le temps. Donc voilà un petit peu, du coup là vous avez le programme. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. À chaque fin d'une slide, vous poserez vos questions. Ça permet que ceux qui ont tout de suite des questions à chaud puissent les poser et ne pas les oublier d'ici la fin. Donc voilà. Donc tout d'abord, il faut apprendre à construire une grille d'analyse des observations. Pourquoi c'est important? Parce que le fait d'avoir une grille, ça vous permet en fait d'avoir un standard de notation. Et ça va vous permettre en fait de classifier beaucoup plus vite qu'est-ce qui est pertinent ou pas en fonction des interviews. Donc l'idée c'est que ça se décompose en plusieurs points. J'ai volontairement simplifié le truc. Vous pouvez rajouter des critères en fonction de vos business, bien évidemment. Mais je voulais pas dans la présentation que ça soit trop complexe à comprendre. Mais après, vous êtes libre de pouvoir en rajouter. Donc, c'est hyper important en fait d'arriver à bien analyser. En fait, vous allez collecter plein de feedbacks. Il y en a qui vont se contredire, il y en a qui vont se répéter. Donc, l'idée de créer une grille, c'est que ça va vous permettre tout de suite de vite traiter et analyser les informations que vous avez collectées. Ça vous permettra aussi potentiellement d'aller creuser certaines pistes et d'identifier aussi les potentiels business. Donc, comment on se construit une grille? Alors, il y a plusieurs points. Tout d'abord, il y a la description du feedback. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand vous avez eu des réponses à un questionnaire où il y a des paragraphes entiers qui sont écrits, ça va être de segmenter ce paragraphe en feedback beaucoup plus court. L'idée, ça va être de faire une liste de tous ces feedbacks. Et ensuite, ça va être de calculer le nombre d'occurrences. Donc, le nombre de fois où ce feedback est apparu dans l'ensemble de vos questionnaires. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, plus il y a d'occurrences sur un feedback, plus ça veut dire que ça, c'est vraiment le problème des gens. Ou à minima, c'est vraiment une façon de penser qui émerge du reste. Donc l'idée, ça va être en premier de calculer l'occurrence d'un feedback. Le deuxième point, ça va être de calculer est-ce que c'est difficile pour vous de mettre en place une solution sur ce feedback. Il y a des feedbacks qui vont être très technologiques, donc très complexes. Inversement, il y a aussi des feedbacks qui vont être beaucoup plus simples à pouvoir mettre en place. C'est un peu ce qu'on appelle des quick wins en product management. Un quick win, c'est une fonctionnalité qui prend moins de 3 jours à faire et qui va apporter une très grande valeur au produit et à l'utilisateur. Donc voilà, donc ça en général, c'est plutôt des features qui sont peu difficiles, mais qui potentiellement ont peu d'apport business. Alors le second point, c'est d'identifier aussi est-ce que ça a un apport business ou pas. Est-ce que vous voyez une façon de monétiser ou pas le feedback. Donc ça va vous permettre aussi d'avoir une granularité sur vos idées. Quel est le business model que je peux associer à un feedback? Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir monétiser ou pas? Donc voilà. Et tout ça, en fait, va vous donner un score global. Et donc, ce score global va vous permettre de trier hyper rapidement votre liste de feedback. Je vais prendre un exemple concret. Donc, un sujet que je connais assez bien, c'est les sites de rencontres ou de matching en tout genre. Parce que sur Angel Square, globalement, ce qu'on fait, c'est du matching investisseur startup. Sur Abrico, pareil, c'était du matching homme-femme. Et je connais plutôt bien aussi les plateformes de freelance, donc je sais un petit peu comment elles fonctionnent. Donc j'ai décidé de prendre ça un peu comme fil conducteur et comme exemple. Donc typiquement, un feedback qu'il y a très souvent sur les plateformes de matching, ça va être la qualité du matching. Donc typiquement, c'est un feedback qui va ressortir beaucoup dans les interviews ou dans les questionnaires. Donc le feedback numéro 1, ça va être qualité des matchings. L'occurrence, elle est hyper importante. Donc on va dire 10. La difficulté, c'est pas quelque chose d'hyper complexe à mettre en place, hein, des bons filtres de matching. Par contre, ça prend un petit peu de temps, il faut faire un bon algorithme, etc. Donc il y a quand même une difficulté, c'est pas sans difficulté. Et l'apport business, par contre, il est hyper important parce que globalement, c'est comme ça qu'on arrive à bien monétiser. Donc là, j'aurais pas dû mettre 3, j'aurais plutôt dû mettre 10 en vrai, en apport business. Mais voilà. Donc ça va me donner un score global.
Et donc ensuite, ça va être à moi de faire le juge de paix entre tous mes feedbacks. Alors, il faut faire attention aussi, parce que parfois, vous allez avoir des occurrences qui vont être plus nombreuses, ce qui fait que votre score global va être élevé. Par contre, ça n'a pas d'apport business. Donc, c'est aussi à vous, quand vous avez fait toute votre grille, ça va être aussi à vous de juger quand même la pertinence ou pas, parce qu'il faut quand même que vous arriviez à créer du business. Donc, si quelque chose a une occurrence 100, mais un apport business 0, c'est pas forcément la chose à prioriser. Donc après, c'est plutôt du bon sens quand même, c'est de se dire au début, j'ai besoin quand même de faire beaucoup d'apports business sur beaucoup d'occurrences avec des difficultés faibles. Et plus mon produit va évoluer, plus je vais devoir changer cette perception-là. Donc potentiellement, je vais avoir plus d'occurrences avec une difficulté plus élevée, avec un apport business qui est moindre, mais dont la valeur perçue pour l'utilisateur est importante. Ça, c'est hyper important aussi quand vous allez monétiser votre produit. En fait, il y a une vraie différence entre la valeur que vous vendez et la valeur perçue. Donc, parfois, le fait d'ajouter une toute petite feature va grandement augmenter la valeur perçue. Donc, la personne sera plus à même de payer votre produit. Donc, ça, c'est toutes des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, voilà un petit peu comment construire une première grille d'analyse sur les feedbacks. Du coup, là, je vous invite à poser vos questions. Yes, il y a eu pas mal de questions dessus. Une première de Caroline qui demande si ça veut forcément dire qu'on a besoin d'avoir des feedbacks via un questionnaire quanti avec des questions ouvertes. Alors, soit tu fais du quanti, soit tu fais du quali. Mais en fait, globalement, oui, il faut tout le temps, à un moment donné, que tu aies des questions ouvertes. Sinon, tu peux pas avoir de quali. D'accord. Stéphane, bonjour. Du coup, le quali, bon, on a quand même beaucoup moins de personnes, on va avoir 20, 25 potentiellement personnes à qui on peut parler. Et donc, ce point d'occurrence, pour toi, sur 20, 25 personnes, c'est suffisamment pertinent? Non. Il vous en faut au moins, je sais pas, une centaine. Hein. Oui, mais en quali, une centaine, c'est possible, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ça veut dire que c'est forcément du quanti à ce moment-là. Ou tu dis il faudrait du quali sur 100 personnes. Il faut du quali sur 100 personnes et du quanti sur 500 personnes, quoi. Après, ça dépend de votre business, évidemment, mais typiquement, sur du site de rencontre, du site de matching, en vrai, si tu n'as pas 100 quali et 500 quanti, en vrai, c'est compliqué de voir des occurrences. Ok, et on a une question de Victoria qui demande comment est-ce que tu pondères ces critères? C'est-à-dire bonjour Stéphane, merci pour ta présentation. Est-ce que tu pondères de la même manière, par exemple, le critère occurrence que le critère difficulté, que le critère apport business? Et j'avais une autre question en parallèle, je profite pour te la poser. Est-ce qu'en fait, avoir un score d'occurrence élevé, pour moi, ça signifie qu'effectivement, on a une souffrance importante au niveau de notre utilisateur. Et donc, quoi qu'il en soit, on arrivera à un moment donné ou à un autre à trouver un apport business et un modèle économique derrière, même si au départ, il n'y en a peut-être pas forcément. Je ne sais pas si tu me suis sur ce deuxième point. En gros, effectivement, on peut segmenter la grille donc en deux typologies. Si vous avez une approche B2B ou B2C, effectivement, forcément, en B2C, vous allez avoir beaucoup d'occurrences avec un apport business forcément plus faible, parce que c'est plus compliqué de monétiser en B2C. À l'inverse, sur du B2B, si vous avez une occurrence un peu plus faible, mais un apport business important, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout de suite monétiser. Donc là-dessus, ça dépend un petit peu de votre typologie business. Après, vous pouvez aussi rajouter d'autres critères. Un critère que j'ai pas noté, mais après, c'est aussi à vous de prendre en main cet outil puis de vous créer votre propre grille en fonction de votre business. Et typiquement, vous pouvez aussi ajouter, est-ce que cette fonctionnalité va créer de l'usage sur ma plateforme ou pas? Donc ça, c'est hyper important, par exemple, en B2C. C'est est-ce que cette feature fait en sorte que la personne revienne tout le temps? Typiquement, un truc tout bête, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Facebook. Et Facebook, la key feature qui fait que les gens ont commencé à masse utiliser Facebook, c'est quand ils ont pu mettre si les hommes et les femmes étaient célibataires ou pas.
parce qu'en gros, sur tous les campus universitaires, en fait, c'est ce qui intéresse à peu près tout le monde. L'apport business de cette fonctionnalité, en fait, est complètement nul. L'occurrence, personne avait réclamé ça. Par contre, il s'est rendu compte qu'en termes d'usage, c'était quand même quelque chose que les gens étaient intéressés en termes d'information. Donc, il a quand même fait la fonctionnalité. En plus de ça, la difficulté, franchement, était assez faible. Tu as juste à renseigner un champ au départ. Donc voilà. Donc ça la grille, elle est quand même à adapter aussi en fonction de votre business, quoi. Ok, ça marche. Merci. Et après, pareil, hein, quand je dis qu'il faut 100 quali et 500 quanti, ça marche bien pour du B2C, d'avoir du volume. Si vous n'avez pas de volume en B2C, c'est compliqué, parce que c'est quand même plus compliqué de faire du business et de trouver des idées business en B2C. Inversement, en B2B, si vous êtes à 25 quali et une centaine de quanti, vous avez suffisamment de quoi faire pour trier des feedbacks, je pense. Ok, ça marche. Je vais voir pour adapter à mon business. Merci Stéphane. Prochaine question, du coup, Abigail te demande si tu peux réexpliquer l'apport business de ta grille. L'apport business, en gros, c'est est-ce que tu as une façon de monétiser ça? Est-ce que tu penses que l'utilisateur va être prêt à payer la solution de plus cher, par exemple, si tu développes cette fonctionnalité? Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond. Merci. Ok. Et dernière question de Caroline, du coup, le niveau de difficulté, est-ce un niveau de difficulté que nous percevons et évaluons, ou est-ce un niveau de difficulté déclaré par les personnes interviewées? Alors non, c'est votre propre jugement. C'est est-ce que vous pensez dans votre équipe que vous êtes capable de le mettre en œuvre facilement ou pas? Donc typiquement, si vous n'avez pas de développeur dans votre équipe et que vous voulez faire un truc de matching et qu'il faut développer un algo, globalement, la difficulté pour vous, elle va être à 10. Inversement, quelqu'un qui a déjà un CTO et qui a déjà fait des algos, la difficulté va peut-être être à 3. Donc ça, c'est vraiment la perception en fonction des compétences dans votre équipe et votre capacité à le mettre en œuvre. Ok, c'était la dernière question, je pense que tu peux continuer. Okay. Juste une question. Ouais. Du coup, en termes, là, tu prends l'exemple, le matching. À quel moment, du coup, tu vas décider que tu vas développer donc, cet algo quand c'est la base de ton business? Après, enfin, j'imagine qu'il y a un nombre de retours particuliers où tu veux avoir Alors en fait, moi j'ai un principe simple, c'est que même si la difficulté tech pour moi s'amoindrit, je vais toujours trouver une solution simple d'essayer de tester la fonctionnalité. C'est-à-dire que en gros, si je dois faire un site de matching là aujourd'hui et qu'on me dit qu'il faut faire un algo qualitatif, en fait, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un immense Airtable, donc avec plein de champs, plein de data connectées. Donc, par contre, je vais vraiment structurer ma data de façon hyper qualitative. Comme ça, j'aurai juste un search à faire dans Airtable et je trouverai peu de profils, mais ultra quali pour mon problème. Et voilà. Mais je ne m'amuserai pas à faire un dev spécifique pour un algo, quoi. Donc, tu le feras d'abord toi, manuellement, on va dire. Yes. Ok, super, merci. Ouais, parce qu'en fait, après, quand tu as un profil tech, en plus, l'avantage, c'est que si tu sais déjà comment classer tes data, tu vois, avec Airtable, tu peux très vite manipuler tes données, tu peux rajouter des champs, etc. Donc, en fait, ça va te permettre aussi de pouvoir tester la pertinence et la qualité de tes data. Et donc, quand tu devras faire ton algo, ça sera aussi beaucoup plus simple. Ok, super. Merci. Du coup, il y a eu d'autres questions qui sont venues après. Abigail te demande si tu peux réexpliquer un petit peu les termes, la différence entre quali et quanti. Alors, qualitatif, c'est-à-dire que vous allez passer 1 heure avec une personne. Donc, c'est vraiment de l'interview poussée où vous poussez la personne de plus en plus à vous dévoiler ce qu'elle pense d'un sujet, etc. Donc là, ça va être vraiment du qualitatif. Quantitatif, ça va être de faire un énorme volume pour voir la perception globale des gens sur un sujet. Et pour compléter, Mathilde te demande si on est loin des 100 réponses quali. Est-ce que le risque que nos observations ne soient pas objectives est très élevé? Ça dépend ce que vous appelez élevé. De toute façon, vous montez une startup, vous avez une chance sur 10.
Donc de toute façon, déjà statistiquement, vous avez plus de chances de ne pas réussir. Donc non, en vrai, fondamentalement, vous prenez de toute façon un risque dès le départ en lançant votre boîte. Donc vous augmentez pas drastiquement votre risque en faisant pas pile 100 quali, quoi. Merci, Steph. Ok, pas de souci. Voilà, je continue. Du coup, l'autre chose, c'est aussi de construire des grilles d'analyse face à votre compétition. Ça, par contre, c'est un truc, il faut vraiment que vous preniez le temps de le faire. Moi, en fait, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui démarrent sans analyser la compétition, sans se dire comment je me positionne sur le marché, et qui, en fait, ont vraiment du mal à trouver une proposition de valeur. Pourquoi vous ne trouvez pas une proposition de valeur? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas passé assez de temps pour comprendre la compétition, comprendre comment fonctionne votre écosystème, et aussi qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de plus que les autres. En fait, pour faire du business, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'il faut apporter de la valeur. Si vous n'apportez pas de valeur, il n'y a pas moyen que vous fassiez du business. Donc ça, c'est hyper important. Passez-y du temps. La compétition, c'est un truc... je vais vous en parler très souvent parce que en fait, la compétition, déjà, c'est sain en vrai en business. Parce que globalement, quand vous êtes sur des boîtes un peu innovantes, etc., le fait qu'il y ait des compétiteurs, ça éduque un marché potentiellement de gens qui, par exemple, les gens découvrent le télétravail. Très bien, en fait, le coronavirus a évangélisé le télétravail, les outils à distance, etc. Donc, en fait, c'est très positif pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur. Donc le fait qu'il y ait de la compétition fait que le marché s'éduque. Le fait que le marché s'éduque fait que vous avez plus de chances de faire du business sur ce marché. Ça, par exemple, c'est très très vrai. Moi, j'ai une boîte dans les crypto-monnaies. Et en fait, plus le marché s'éduque, plus on gagne d'argent sans y mettre plus d'efforts. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a un usage et une compréhension du marché qui évolue et où les gens ont moins peur, etc. Donc, on plus facilement tendance à aller sur ces sujets. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est que si vous voulez vous lancer dans un secteur, en fait, il y a une seule façon de faire, c'est d'être meilleur que les autres. La deuxième chose, c'est que je vais aussi beaucoup vous parler de qu'est-ce que de la compétition. Ça, c'est hyper important avant de commencer à faire votre grille d'analyse de la compétition, c'est qu'est-ce que la compétition. En fait, la compétition, souvent, quand vous vous lancez, vous pensez que la compétition, c'est les outils qui font à peu près la même chose que ce que vous voulez faire. C'est une mauvaise définition de la compétition. La compétition, c'est toute solution qui répond au même problème. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez monter une agence marketing, en fait, vous allez avoir plein de compétiteurs. Vous allez avoir le bouche à oreille, vous allez avoir les réseaux business. En fait, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de compétiteurs qui sont directs ou indirects. Souvent, vous omettez tous la partie des compétiteurs indirects. Et en fait, c'est aussi pour ça que vous avez du mal à vous démarquer, c'est que vous avez tendance à vous focaliser à ma solution, ça va être un SaaS, donc j'ai regardé les 3 SaaS du marché, je ne suis pas allé creuser ce qui se fait à l'étranger et je n'ai pas cherché de solution annexe. La problématique de ça, c'est que si vous vous lancez, en fait, peut-être que les gens, finalement, trouvent que la solution du bouche-à-oreille est meilleure que du marketing digital, et peut-être que, finalement, ça leur apporte autant de business que du marketing digital en y passant beaucoup moins de temps. Donc en fait, après, c'est un rapport entre le coût et l'opportunité. Donc en fait, ça, il faut vraiment que vous y passiez vraiment du temps et que vous vous posiez vraiment les bonnes questions sur qui peuvent être mes compétiteurs. Donc à partir de là, du coup, on va pouvoir classifier les compétiteurs. Donc là, c'est un petit peu plus complexe à créer comme grille parce que forcément, il y a plusieurs compétiteurs qui proposent plusieurs choses à chaque fois. Donc l'idée, ça va être vraiment d'arriver à classifier toutes ces possibilités-là. Donc tout d'abord, vous allez les classer par compétiteurs pour savoir qui propose quoi. Ensuite, vous allez les segmenter par les fonctionnalités que propose ce compétiteur. Donc typiquement, dans le cas d'un site de freelancing, les fonctionnalités, ça va être les freelances ont leur devis en ligne, je valide automatiquement le devis, je paye, et en plus de ça, j'ai le matching. Donc ça, en gros, c'est un peu les 4 features qu'on trouve sur un truc de freelance, de matching de freelance. Ensuite, vous allez devoir identifier est-ce que c'est difficile pour vous de répliquer cette fonctionnalité ou pas.
Parce qu'en gros, ça je vais y revenir juste après, mais en gros, il faut vous identifier, est-ce que c'est difficile pour vous d'arriver à remettre en œuvre les fonctionnalités d'un concurrent. Ensuite, il faut que vous vous disiez, est-ce que ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment monétisable et est-ce que j'arrive vraiment à la vendre. Ensuite, vous allez devoir analyser, est-ce que vous pouvez lancer votre prototype et votre boîte sans cette fonctionnalité. En fait, il y a des fonctionnalités, vous allez vite vous rendre compte que sans ces fonctionnalités-là, juste le business ne peut pas marcher. Donc ça, c'est vraiment là où il y a la proposition de valeur, finalement, c'est est-ce que je peux faire ça. Du coup, est-ce la proposition de valeur de mon compétiteur? Donc en général, quand on peut vraiment pas faire sans, en général, ça a plutôt tendance à être la proposition de valeur. Et ensuite, tout ça vous donne un score global. Pourquoi c'est hyper important d'analyser la difficulté? Donc là, c'est aussi un autre sujet. C'est que vous devez être capable de reproduire le plus rapidement possible, alors même de façon dégradée et sommaire, mais parfois c'est hyper compliqué. Si vous êtes sur un marché en fait où il y a déjà beaucoup de monde, etc., si vous n'êtes pas capable de proposer le minimum vital que ce que proposent les autres, vous aurez du mal à vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une valeur perçue qui va être de toute façon à votre désavantage. Ce qui veut dire que si vous avez, par exemple, le meilleur algo de matching et que les freelances ne peuvent pas faire leur devis en ligne, les gens vont percevoir votre produit comme moins bon. Parce qu'en fait, vous avez moins de fonctionnalités. Donc voilà, donc ça, c'est un peu le sujet. Donc ça, il faut vraiment que vous soyez capable d'identifier ce truc-là pour vraiment arriver à rentrer dans un marché. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les compétiteurs, comme je l'ai dit, il faut que ça soit hyper large. Donc c'est pas que, par exemple, sur du matching de freelance, vous pourriez très bien dire, ah bah c'est les freelances qui sont pas inscrits sur la plateforme et voilà. Non, en fait, les compétiteurs aux plateformes de freelance, c'est les agences de design, les agences de dev, les agences de marketing. Ça va être en fait tous les gens qui proposent les mêmes services que la plateforme de freelance. Ça va être aussi, par exemple, les juniors entreprises des écoles. Bah oui, en fait, il y a des écoles de commerce qui ont des jeunes entreprises en interne, qui font des petites missions pour des entreprises. En fait, c'est un compétiteur aussi de la plateforme de mise en relation. En fait, pourquoi? Parce que les cabinets de recrutement aussi sont en compétition. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le marché du recrutement, finalement. J'ai besoin à un instant T d'une compétence que j'ai besoin d'aller chercher sur le marché pour répondre à un besoin. Donc voilà, il ne faut vraiment pas négliger tout cet aspect et toute cette compétition. Du coup, on va passer aux questions. Il y a des questions, Marine, ou pas? Non, pas pour le moment. Tout le monde a tout compris? Oui, moi, du coup, j'avais une petite question pour commencer, parce qu'après les autres en poseront d'autres. Est-ce que du coup, comme tu l'as dit, je ne sais pas si tu l'avais dit, est-ce que du coup, il faut faire ça du coup pour chaque compétiteur, du coup, ça grille pour chaque compétiteur, du coup, direct et indirect? Ah oui, les compétiteurs, c'est tous vos types de compétiteurs. Ouais. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, je sais que sur notre marché, effectivement, on a effectivement une vingtaine peut-être de concurrents, on va dire direct, et peut-être 40 avec qui se rapprochent un peu de ce qu'on veut. C'est pour tous ces gens-là, effectivement, il faut à chaque fois faire effectivement cette grille pour voir effectivement leur fonctionnalité numéro 1, etc. Yes, exactement. En fait, l'idée, c'est aussi de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients d'un compétiteur vs un autre. Typiquement, vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'une compétence. Ok. Donc là j'ai plein d'options qui s'offrent à moi. Soit j'ai du réseau, puis en fait c'est de la cooptation, ce qui est un premier mécanisme de recrutement qui marche plutôt bien. Soit je vais voir une agence de recrutement, soit je vais voir une agence de freelance. En fait, chacun a une proposition de valeur différente. Je vais aller plutôt vers la plateforme de freelancing quand j'ai un besoin ponctuel sur une ressource que j'ai du mal à avoir rapidement. Inversement, si c'est un profil où je me dis « Ah, mais j'en aurais besoin en interne sur du plus long terme », je vais peut-être engager un recrutement finalement. Pourquoi? Parce que j'estime que dans mon entreprise, la valeur de cette personne va être telle que de toute façon, son salaire va être payé par son apport et à sa création de valeur.
Donc, en fait, c'est 3 solutions possibles. Et les 3 ont leurs avantages et leurs inconvénients. La cooptation, faut que les gens vous amènent du monde. Donc, c'est pas cher, mais il faut quand même avoir du réseau. L'agence de recrutement, faut que ça soit plutôt des ressources que j'ai besoin dans le long terme. Et la plateforme de freelance, c'est j'ai pas de réseau, j'en ai besoin tout de suite, donc je vais là. Par contre, je sais aussi que ça me coûte plutôt cher. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment que vous ayez un aperçu global de vos compétiteurs, des solutions qu'ils proposent, mais aussi des avantages et des inconvénients des uns et des autres, quoi. Du coup, on a une question de Sarah qui demande à quoi correspond un score élevé. Est-ce que c'est plutôt la possibilité de faire 100 ou le contraire? Alors non, en fait le score global, ça vous fait une pondération sur le volume. En fait, si typiquement vous avez besoin d'analyser 40 compétiteurs, chaque compétiteur, on va dire en moyenne, a une 5-6 fonctionnalités, 5-6 usages. Donc ça va vous quand même faire un volume de 300-400. Donc l'idée du score global, c'est quand même de faire ressortir un peu le top 10, un peu le top 10 des fonctionnalités ou des choses que proposent les gens, quoi. Après, le score global, faut pas le voir comme un truc définitif parce qu'en fait, en fonction de la difficulté pour vous, en fait, typiquement, la difficulté, c'est basé sur votre capacité d'équipe, mais ça peut être un apport business hyper important. C'est juste que vous n'êtes pas capable dans l'équipe en termes de compétences de le faire. Donc forcément, votre score global va être faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger cette fonctionnalité-là. Par contre, ça veut peut-être dire qu'à un instant T, comme pour vous, elle est hyper complexe à mettre en œuvre, cette fonctionnalité-là, ça va peut-être être de focus votre temps ailleurs. Mais après, il faut voir la grille comme évolutive, c'est-à-dire que demain, je sais pas, ceux qui n'ont pas de développeurs se retrouvent avec un développeur dans leur équipe. Globalement, la difficulté, par exemple pour tout ce qui est technologie, toute la partie difficulté va forcément descendre. Merci. Et on a une question d'Héloïse qui demande est-ce que tu as une grille pour faire la liste des compétiteurs, l'étape macro avant le tableau de ton slide? Alors normalement, on a un outil, mais il a dû être présenté avant moi, non? Ou après moi? Justement, Héloïse, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais sinon, je t'invite à revoir la vidéo de Anaïs sur comment faire un bon benchmark. Elle te présente pas mal d'outils, donc notamment une grille et comment faire un mapping de la concurrence. Donc voilà, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la regarder, mais je pense que ça pourra répondre à ta question. Et une dernière question de... En tout cas, juste sur la partie outils, hein, il y a déjà des outils et je vous enverrai un lien si vous voulez sur des schémas. En général, c'est plutôt des grilles bidimensionnelles, axis ordonnés où vous devez placer vos concurrents et vous pour tout de suite voir comment vous voulez vous placer. Après, c'est à vous de choisir en fait les axes abscisse ordonnés, la valeur que vous leur donnez et qu'est-ce que vous priorisez. Alors après, un truc que je vous donne comme conseil, c'est que ça, typiquement, c'est un truc qui vous est demandé aussi par des investisseurs. Les startups ont la fâcheuse tendance de se mettre tout le temps en haut à droite. Parce qu'en gros, vous avez défini la valeur de votre grille comme étant, si je suis en haut à droite, de toute façon, c'est-à-dire que j'ai tout bon. Ça, je pense que c'est une mauvaise façon de placer vos concurrents et vous-même. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas grave si vous avez un concurrent qui est en haut à droite et que vous êtes ailleurs. Ça veut dire que potentiellement, vous n'avez pas la même cible de personnes, vous n'êtes pas au même prix et vous ne proposez pas la même chose. Donc ça, faites hyper attention quand vous choisissez de comment vous allez construire votre trame. C'est que être tout le temps en haut à droite, en fait, ça n'a pas de valeur. En fait, c'est juste que vous considérez comme le meilleur parce que vous êtes en train de soulever le problème du siècle. Donc, en fait, vous avez aussi des compétiteurs qui, en vrai, sont meilleurs que vous, mais c'est peut-être qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes gens, ils ne s'adressent pas à la même cible, etc. Donc, soyez hyper vigilants sur la façon dont vous construisez votre grille pour vous positionner par rapport à vos compétiteurs. Ça, c'est un truc que je vois assez souvent et c'est un peu dommage parce qu'en fait, du coup, ça fait perdre toute la valeur à cet outil.
Ok, et du coup, une dernière question de Caroline qui dit, peux-tu, s'il te plaît, plus expliquer la partie faire sans et la partie est-ce la proposition de valeur? Ok, alors faire sans, c'est est-ce que vous pouvez tester un prototype sans cette fonctionnalité-là? Typiquement, vous voulez faire un site de matching. Je prends le même exemple, c'est vraiment pour que vous compreniez tous de bout en bout. Si vous voulez faire un truc de matching, en vrai, si vous n'êtes pas capable de qualifier la donnée et de dire ce profil-là est bon, il n'y a aucune chance pour que vous puissiez monétiser votre base de données. Parce qu'en fait, les gens vous payent justement pour cette qualité-là. Donc ça, typiquement, ça va être une fonctionnalité, vous ne pouvez pas faire sans. Par contre, est-ce que vous pouvez faire sans par exemple, la partie devis? Oui, vous pouvez utiliser un outil tiers pour faire le devis. Vous n'avez pas besoin de l'intégrer forcément dès le départ. Il faut que vous puissiez le proposer, mais vous pouvez très bien foutre ça dans un logiciel tiers. Par contre, la partie algorithmie, c'est quand même ce pour on vous paye, et globalement, il n'y a personne qui vous donne un algorithme sur mesure pour répondre à votre besoin. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie faire sans, c'est est-ce que vous pouvez générer du business sans la fonctionnalité. Ensuite, est-ce la proposition de valeur? En fait, c'est est-ce que cette fonctionnalité-là est dans le discours marketing de votre compétiteur? Est-ce que c'est la chose qui met le plus en avant? Donc voilà, en gros, c'est ça les deux trucs. Pourquoi c'est important de voir si c'est la proposition de valeur? Parce qu'en fait, si vous vous rendez compte que, par exemple, tous vos compétiteurs sont mettent en avant plutôt la fonctionnalité A, peut-être que vous, pour vous démarquer, c'est plus intéressant de mettre la fonctionnalité B en avant. Parce qu'en fait, peut-être que c'est pas la même cible. Alors après, ça dépend forcément de qu'est-ce que le mec construit, le positionnement de marché. Mais globalement, vous pouvez potentiellement vous démarquer juste par le marketing et la cible que vous targetez. Alors, on a d'autres questions. Donc, toujours Caroline qui demande aussi pour les fonctionnalités, est-ce qu'on va sur ce qui fait la valeur du produit, exemple matching, ou alors cela va jusque, par exemple, capacité à traiter le paiement sur le site qui potentiellement n'apporte pas de valeur, mais fait partie du processus? Alors en fait, effectivement, il faut tout analyser. Faut tout analyser. Typiquement sur du matching, effectivement, en fait, vous avez la problématique du paiement. Si vous ne gérez pas le paiement, vous n'avez pas de business. En fait, pourquoi vous n'avez pas de business? C'est juste que les gens en fait, vont tout le temps chercher à vous bypasser. Donc en fait, quand vous analysez vos compétiteurs, il faut que vous compreniez de bout en bout le business et que vous disiez pourquoi il a mis un truc de paiement, je peux faire sans. Non, en fait, si ce n'est pas vous qui collectez l'argent, il n'y a aucune chance que les gens essaient de vous payer. C'est malheureux, hein, ça s'appelle le business. Mais en gros, vous aurez des taux de fraude et des taux de gens qui en fait font sans vous qui sera élevé. Pareil, chose importante, c'est qu'il faut aussi que quand vous analysez vos compétiteurs, il faut que vous compreniez aussi les sous-jacents techniques. Typiquement, dans le freelancing, il y a souvent des entrepreneurs qui veulent lancer des plateformes comme ça et qui me disent, mais je comprends pas, parce qu'en fait, les gens, une fois qu'ils ont été en connexion les deux et qu'ils ont acheté un premier devis d'une journée, ils sont capables de travailler ensemble en dehors de ma plateforme. En fait, ça, les plateformes de matching en fait, ont une solution très très simple. C'est qu'en fait, ils ont des scorings qui font que si vous ne générez pas de chiffre d'affaires sur la plateforme sur des certaines durées, en fait, votre profil est déclassé. Et globalement, quand vous êtes en page 12 sur la compétence développement JS, par exemple, si vous êtes en page 12, en vrai, il y a quand même peu de chances qu'il y ait beaucoup de gens qui vous contactent. Donc, en fait, ils font une déclassification des profils par l'argent généré par les profils. Donc, en fait, ça force forcément tout le monde à à ne pas vouloir passer en dehors de la plateforme. Parce qu'en gros, quand tu n'as pas envie de faire de business, c'est quand même très utile ces plateformes-là. La deuxième chose, par exemple, c'est que Malte, ils ont créé un nouveau truc qui s'appelle Malte Open, où en fait, un freelance a la possibilité de faire payer et biller tous ses clients directement dans Malte. Malte ne prend pas de commission parce que c'est son propre client. Par contre, pour Malte, pourquoi c'est intéressant? C'est que du coup, le client de ce développeur, en fait, vient découvrir Malte. Et en découvrant Malte, il va sûrement acheter d'autres services. Donc là, c'est de la mise à disposition d'un service pour attirer potentiellement un client. Donc ça, c'est vraiment des aspects business qu'il faut que vous arriviez à comprendre quand vous analysez votre compétition et même les sous-jacents. C'est comment mon compétiteur fait justement pour pas avoir de fraude, pour pas avoir ceci, pas avoir cela. Donc ça, c'est vraiment hyper important.
Merci. Et une dernière question de Charles, du coup, qui demande si plus la difficulté elle est élevée, plus le score est élevé. Est-ce que ça veut dire qu'on doit l'intégrer dans nos fonctionnalités? Alors non, la difficulté vient du fait que vous ayez une équipe qui est capable de le faire. Donc en fait, globalement, plus ta difficulté est grande, moins vous êtes censé le faire là, aujourd'hui. Alors sauf si vous ne pouvez pas faire sans, et si c'est l'apport business fondamental, bon, il va falloir trouver une solution. Mais ça veut dire qu'il vous manque... En fait, si par exemple, imaginons que vous avez une difficulté 10, un apport business 10 et faire 100 à 10, la problématique que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas faire 100 pour faire du business, mais vous n'avez pas les compétences pour le faire. Donc en gros, si vous avez une feature qui est ça et qui est clé chez vos compétiteurs, c'est-à-dire que fondamentalement, il faut que vous trouviez un associé. Ou que vous changiez de business, ou que vous trouviez autre chose. Mais voilà. Mais le fait d'avoir une grosse difficulté, globalement, c'est plutôt pénalisant pour vous. Encore une fois, c'est ce que je disais, hein, plus la difficulté est simple, même dans l'autre grille, hein, ici, là vous avez aussi la difficulté, plus la difficulté est facile, plus pour vous c'est du quick win. Ça prend pas beaucoup de temps, on est capable de le faire, il y a un apport business potentiel ou pas, ou d'usage, mais comme ça ne vous prend pas de temps, on peut le faire très rapidement. Mais ça dépend du staffing, ça dépend de votre équipe, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes dans la team, enfin ça dépend de plein de facteurs. La difficulté, c'est quand même à vous d'analyser ce que vous êtes capable ou pas de faire. Mais Stéphane? Oui. Ouais. Je comprends ton point, mais tu vas avoir, là, ton idée, c'est d'avoir un scoring global de ta fonctionnalité. Donc, tu vas avoir une note, je ne sais pas sur combien, mais tu vas avoir une note. Et du coup, au final, tu vas avoir 5-6 fonctionnalités qui vont être notées. Et tu vas globalement comparer toutes les notes générales de chaque fonctionnalité. Tu ne vas pas comparer chaque critère à un, non? Alors moi, je les compare par compétiteur. Je recoupe pas. En fait, je compare déjà par compétiteur. Je prends celle qui m'intéresse par compétiteur. Et ensuite, genre par exemple, je sais pas, le compétiteur 1, il y en a, je sais pas, imaginons j'en ai trouvé 10. Je vais garder que les 2 qui m'intéressent. À chaque compétiteur, je vais faire ça. À la fin, ça va me faire un truc global. Et je me dis, OK, il faut que je trouve de la valeur dans ces trucs-là. OK. Parce qu'en gros, je me dis, bon, il y a des trucs, c'est pas trop difficile. Je pense qu'il y a un apport business. Il y a des trucs que je peux pas faire sans parce que sinon, j'arrive pas à me positionner. Et en fait, le fait de faire ça, ça me donne un truc un peu exhaustif de qu'est-ce que je peux faire, quoi. Mais après, effectivement, tu peux pas recouper genre toutes les features de tous tes compétiteurs. Il y a des fonctionnalités aussi qui servent à rien, si ce n'est à faire de l'usage. Genre, et le problème, c'est quand tu démarres ta boîte, tu peux pas faire des fonctionnalités qui sont que d'usage. En fait, si vous faites des trucs qui sont très simples à faire, qui n'ont pas d'apport business, la problématique que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas générer de cash assez vite. Et au bout d'un moment, en fait, vous allez vous essouffler dans votre boîte, vous n'aurez pas assez de cash, vous ne pourrez pas embaucher, vous ne pourrez pas aller plus vite. Et vous aurez des problématiques autour de ça, quoi. Donc au début, il faut quand même trouver plutôt des quick wins, apport business important, difficulté faible. Mais encore une fois, hein, c'est hyper en fonction de vous, quoi. Donc s'il y a un truc, vous le percevez comme difficile, peut-être demander à des gens. Typiquement, ça c'est un truc qui arrive souvent, c'est vous n'avez pas de compétences tech, vous pensez qu'il faut absolument faire plein de tech. Demandez l'avis de quelqu'un qui fait un peu de tech et qui sait utiliser aussi des outils. Qui va peut-être vous dire, bah non, mais en fait, ce truc-là, c'est pas difficile, il suffit d'utiliser, je sais pas, Airtable pour faire des bases de données, et en fait, ça solve ta difficulté. Mais après, c'est aussi pas mal de perception de vous-même, donc c'est aussi à vous d'aller chercher, ah ben tiens, cette fonctionnalité-là, comment je pourrais la faire, et demander à des gens qui potentiellement ont des solutions non-tech ou no-code pour pouvoir le faire, quoi. C'est bon, Marine? Yes. Donc du coup, comment on fait pour identifier sa proposition de valeur? Alors tout d'abord, c'est quoi une proposition de valeur? Alors la proposition de valeur, je vous ai mis plein d'exemples. Et en gros, une proposition de valeur, c'est tout le temps quelque chose qui est hyper simpliste et qui explique tout de suite ce que vous faites ou à minima la vision que vous voulez vendre du monde. La deuxième chose, c'est alors après il y a des marques qui ont aussi
des propositions de valeur ou des taglines où ça veut rien dire, où on comprend pas le business. Ça, je vous le déconseille quand vous êtes une startup. Typiquement, vous prenez L'Oréal, une de leurs fameuses taglines, c'est parce que je le vaux bien. Ça, typiquement, c'est le truc à ne pas faire dans votre startup. Parce qu'en gros, ça marche sur L'Oréal. Quand on dit cette phrase, on comprend qu'on parle de L'Oréal. C'est juste parce que L'Oréal est connu. Donc, ça n'explique pas forcément son business. Là, je vous ai mis en gros. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que votre proposition de valeur est évolutive. C'est-à-dire que ce que vous proposez aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous proposerez demain. Typiquement, si on prend le cas d'Airbnb, donc leur slogan aujourd'hui, c'est réserver des hébergements et des activités uniques. Pourquoi c'est important de noter que ça, c'est aujourd'hui, c'est que demain, Airbnb vont peut-être proposer d'autres choses. Et avant, ils proposaient que de l'hébergement, ils proposaient pas d'activité. Donc, faut voir vraiment votre proposition de valeur comme quelque chose d'évolutif. Et il faut aussi qu'on arrive tout de suite à comprendre assez rapidement ce que vous proposez. Donc, Airbnb, réserver des hébergements et des activités, ok, je comprends. Facebook, connect with friends and the world around, ok, je comprends. Transformer votre espace de travail, WeWork. Adidas et Nike, on comprend un peu moins, mais après, c'est des marques qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Donc, on comprend quand même que c'est autour de bouger, du sport, etc. Schoolab, innovons ensemble. Voilà. Donc, je vous ai mis des exemples. C'est hyper important qu'en une phrase, on comprenne qu'est-ce que vous faites. En fait, c'est la meilleure façon de vendre votre boîte. Angel Square, we connect startups and investors. Voilà. C'est bête, simpliste, mais en une phrase, on a compris tout ce qu'on fait. Donc après, je sais que c'est pas simple d'arriver à des phrases aussi courtes. Parce que nous non plus, hein, ça n'a jamais été simple pour le faire. Et en fait, à chaque fois que vous lancez un business, c'est hyper compliqué. Et en fait, gardez à l'esprit que plus vous faites simple et compréhensible par les gens, mieux c'est. C'est un peu comme quand vous démarrez votre marque. Souvent, vous cherchez un nom à votre projet. Il y a deux façons de faire. C'est soit vous passez vraiment un temps hyper long sur votre truc, soit vous vous dites, en fait, il me faut un nom super simple que tout le monde comprend. Et voilà. Donc, et globalement, si vous n'avez pas forcément encore de nom de projet et tout, prenez un truc simple. Si vous voulez faire une plateforme, je sais pas, de matching, vous l'appelez Freelancers, quoi. Genre simple, efficace. Ok, je vais sur ce site, je sais ce que c'est, quoi. Et ça évite aussi de devoir faire plein de design, plein de trucs qui essayent d'expliquer la marque et tout. Et le nom se suffit à lui-même. Et c'est un peu comme votre proposition de valeur, elle doit se suffire à elle-même. C'est vous pitchez la phrase, les gens doivent tout de suite comprendre, je vais sur ce site pour faire ça. On a une première question de Sarah sur la proposition de valeur. Ouais. Elle demande si on peut en avoir deux différentes, si on a deux cibles B2B différentes, par exemple agence de com et corporate. Mais non, vous ne pouvez avoir qu'une proposition de valeur. Vous avez deux cibles, vous devez forcément avoir qu'une proposition de valeur. Sarah, c'est quoi ton business? Salut Stéphane. En fait, tu sais, en gros, ce qu'on propose de faire, c'est d'aller collecter des avis, les analyser, les restituer sous forme d'un dashboard. Et ça permet notamment de suivre les produits en post-lancement. Ah oui. Voilà, une fois que le produit a été lancé, pour voir ce qu'il y a plus. Et du coup, pourquoi tu as besoin de l'agence de com dans ça? Parce que l'agence de com peut l'utiliser en fait pour voir quels sont les verbatims et mots utilisés par les consommateurs pour les réutiliser dans leur campagne de pub. Ok, mais donc en fait, ça, c'est pas ta proposition de valeur. C'est une façon détournée d'utiliser ta proposition de valeur. Ok. Ta proposition de valeur, c'est nous collectons des avis de qualité pour les marques. Voilà, basta. Ok. Après que tu aies une agence de com qui se dise « Ah tiens, cet outil est ultra stylé parce qu'en fait, ça me donne tous les feedbacks et je sais comment marketer mon produit. » Très bien, c'est une façon d'utiliser le truc, mais ta proposition de valeur à toi, elle est unique. C'est que tu collectes les avis, tu les qualifies, tu les quantifies et ça te donne de l'insight. Ok. En fait, même si vous avez genre 5 cibles clients différentes, c'est pas possible que vous ayez 5 propositions de valeur. Ok, ça marche.
En fait, si vous êtes incapable d'avoir une proposition de valeur claire, c'est soit que vous vous éparpillez trop et que vous ne savez pas vous positionner, soit en fait que dans vos cibles, à l'heure actuelle, il y en a que vous vous éliminiez. Ok. Et on a une question assez complémentaire de Caroline, du coup, qui demande si on vend en B2C et en B2B, alors on doit avoir deux propositions de valeur différentes. Mais non, vous devez en avoir qu'une seule, en fait. Regardez, si on prend Facebook. Si on prend Facebook, ils ont une cible B2C et B2B, d'accord? Leur tagline, c'est Connect with Friends, ok? Ils ont une activité B2B qui est de vendre de la pub. Et ça ne sera jamais leur proposition de valeur globale. Après, en termes de marketing, quand ils targetent une boîte, effectivement, ils leur disent atteint 1 milliard de users. Mais ce n'est pas la proposition de valeur de l'entreprise. Parce que Facebook, c'est fondamentalement que sans ces 1 milliard de users, il n'y a pas un business qui mettrait des centimes dedans. Fanny dit « Ok, mais si les bénéfices sont différents en fonction des cibles ?» Alors là, c'est du marketing, c'est plus de la proposition de valeur. C'est-à-dire que vous avez une seule proposition de valeur qui est la vision que vous avez de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez faire du marketing avec la mise en avant. Typiquement, si vous avez 50 fonctionnalités, 30 en B2C et 20 en B2B, effectivement, vous allez en fait pas mettre en avant les mêmes fonctionnalités. Vous allez pas avoir le même discours. Et la proposition, et votre proposition de valeur à vous, globale, elle est forcément unique. Ok, on a une remarque plutôt de Vianney qui dit pour moi, une proposition de valeur doit être spécifique et mesurable. Exemple, on réduit de 20% votre temps d'attente à la caisse. Bah, alors ça dépend de ton business, j'ai envie de dire. Si tu prends du Facebook, j'aimerais bien savoir ce qu'ils mettraient comme stat dedans, quoi. En fait, en vrai, ça dépend vraiment de ton business. Après, effectivement, si vous avez si vous êtes plutôt dans une solution B2B, effectivement, ça peut avoir du sens. En B2C, c'est beaucoup plus compliqué parce que les gens sont beaucoup moins analytiques que sentimentaux, en vrai. Et on a une question de Thierry qui demande ce que tu penses d'une proposition en anglais pour une entreprise et un marché de démarrage français. Alors, ça serait dans n'importe quel pays que ferait de l'anglais et était en Allemagne, ça ne me poserait pas de problème. En France, je dois vous avoir un truc, c'est que les Français sont relativement très chauvins. Après, ça dépend quand même de votre secteur, etc. Mais c'est quand même compliqué de faire de l'anglicisme en France. Merci. Après, ça dépend de votre business et si c'est un business qui est déjà très international, etc. Enfin, ça dépend quand même de votre business, quoi. Mais et voilà. Mais après, techniquement, votre proposition de valeur, si vous la faites en anglais, vous êtes capable de la faire en français. Hein. Thierry voulait juste spécifier que c'est qui parle du secteur de la mode. Bah, moi, je pense que ta proposition de valeur en français, alors c'est juste que ça sonne moins bien. Ça, je veux bien je veux bien l'entendre, mais je pense qu'en français, tu peux traduire ta proposition de valeur. Hein. Là, effectivement, il y a des phrases en anglais, ça fait plus stylé, quoi. Est-ce qu'il y a des dernières questions sur la proposition de valeur où on peut passer? Ouais, moi, je suis désolé je reviens encore sur l'exemple Facebook ou même Airbnb. Au début, les gars Airbnb, ils allaient voir les proprios en leur disant, tenez, vous pouvez louer votre chambre et gagner un peu de thunes à côté. Donc, est-ce que ça rejoint l'idée que la proposition de valeur d'une boîte change avec le temps? Donc, une fois que vous avez les proprios, les hébergeurs, ils ont changé leur proposition de valeur pour s'adresser Airbnb, la proposition de valeur, c'est pas que tu puisses louer, ok? La proposition de valeur, c'est que tu puisses réserver. La nuance, elle est là. Airbnb te simplifie la réservation. Pourquoi ils avaient besoin de faire ça? C'est qu'ils sont sur un business de marketplace. Donc, globalement, si tu as de la demande mais que tu n'as pas d'offre, de toute façon, tu ne peux pas faire de business. Ça, c'est un truc très important. S'il y en a qui font des marketplaces, on peut en parler 5 minutes, c'est que vous allez avoir des problématiques d'offres et de demande. Si vous avez trop d'offres
pas assez de demandes, vous allez avoir en fait des gens qui sont là pour vendre, qui sont déçus et qui risquent de quitter votre plateforme. Si vous avez trop de demandes, pas assez d'offres, vous allez avoir un problème de supply. Une bonne façon de faire si vous faites des marketplaces, c'est de limiter le nombre de vendeurs et de les faire rentrer progressivement en fonction de votre demande. Mais du coup, oui, ils allaient voir les propriétaires en leur disant « gagne de l'argent ». Mais parce qu'en fait, globalement, globalement, Airbnb, fondamentalement, son core business, c'est pas d'aider les gens à gagner de l'argent. C'est d'aider les gens à réserver. Et la conséquence fait que, comme il y a des gens qui ont des maisons qui les louent, ils gagnent de l'argent. Ça répond à ton truc? Ouais, si, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas enfin, j'arrive pas à visualiser les gars aller voir les propriétaires là-bas et leur dire voilà, on va faciliter la réservation de logements pour les touristes. Et les mecs dire ok. Mais non, en fait, ce qu'ils leur disent, c'est nous, ce qu'on facilite, c'est la réservation d'hébergement. Dans ce principe, on sait que vous n'utilisez pas votre maison 20% de l'année. Donc, globalement, c'est une perte financière pour vous que vous pourriez monétiser donc 20% de l'année. Et donc, on vous propose de vous inscrire. Ah ouais. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est juste votre façon de pitcher votre business, en fait. En fait, ça veut dire la même chose, mais c'est juste que tu te dis, ma proposition de valeur, c'est en fait d'aider les gens à réserver simplement. Donc, quand je vais pitcher les gens, alors oui, forcément, le mec, il faut que tu lui dises, tu vas gagner de l'argent parce que sinon, il ne va jamais te prêter sa maison. Ça, c'est une évidence. Et que tu donnes un peu de chiffres à ce moment-là parce que tu as besoin de conclure la vente. Et le mec, il se dit, ah ouais, c'est vrai que l'an dernier, je suis parti tout le mois d'août. Ah ouais, ça fait bien 20% de l'année. Ah ouais, j'aurais pu gagner 5000 balles. Ok, à ce moment-là, le mec, il rentre dans une démarche où il est ok. Mais si tu vas voir ton proprio, que tu lui dis, salut, j'ai pas de gens pour réserver, mets ta maison et tu gagneras de l'argent, non, de toute façon, tu n'as pas de gens qui réservent. Donc, la proposition de valeur d'Airbnb au départ, c'est quand même de réserver de l'hébergement. Ok, merci. Très clair. En fait, votre proposition de valeur, il faut que vous voyez, en gros, c'est simple. Si vous voulez savoir si vous avez une bonne proposition de valeur, c'est vous vous dites, mon message s'adresse vraiment à telle personne. Si j'enlève cette personne, est-ce que j'ai un problème business? Et en fait, sur Airbnb, si tu enlèves les gens qui réservent, tu n'as plus de business, point. Sur Facebook, si tu enlèves les gens qui se connectent avec leurs amis, tu n'as plus de business. Tu n'as plus de Facebook Ads, tu n'as plus tout ça. Mais ça vaut également pour les propriétaires. Si tu n'as pas de mecs qui mettent leur truc en location. Après, tu peux trouver des hôtels, etc. Tu peux remplacer, tu peux construire des maisons, tu vois. Ouais. Tu as forcément une alternative à ça. Par contre, si tu n'as pas de gens qui réservent, tu n'as pas d'alternative. En fait, il faut vraiment que vous vous disiez, si j'enlève un truc, est-ce qu'il y a une alternative ou pas? Et quand vous dites, j'ai pas d'alternative, WeWork, transformer votre espace de travail. Si tu enlèves les espaces de travail de WeWork, tu as quand même... Comme je disais, il y a quand même une problématique, tu vois. Et une petite question, quand on a une plateforme en fait du style, effectivement comme ça, Doctolib, Airbnb, etc. Du coup, finalement, est-ce que l'élément business, en fait, finalement, enfin, la proposition de valeur, elle est sur l'outil en lui-même, en fait, finalement? Parce que, par exemple, si je prends notre cas, ça va être une plateforme, bref. J'entends super mal, par contre, la question. Ah. Oui, je disais par rapport... Au pire, tu peux l'écrire, la question. Bon, dès que j'ai la question, je réponds. Ouais, je relisais un peu ce que vous disiez. En fait, ce qu'il faut vraiment que vous sépariez, c'est votre proposition de valeur à vous et comment vous le vendez à vos cibles. En fait, c'est deux choses qui sont différentes. En fait, vous pouvez avoir un discours commercial qui dit A
Mais votre proposition de valeur fondamentale, elle change pas. En fait, c'est qu'est-ce que vous voulez changer, en fait. Alors, est-ce que quand on est dans un modèle de plateforme comme ça, il existe pour Doctolib et Airbnb, c'est la plateforme qui peut être la proposition de valeur? Non, en fait, c'est jamais la plateforme, en fait. Votre proposition de valeur et qu'est-ce que vous voulez fondamentalement changer en termes business. Facebook, effectivement, ils ont créé une plateforme, mais si tu veux si tu veux pouvoir te connecter avec tes amis, tu peux très bien créer une boîte qui s'appelle WhatsApp. Tu n'as pas besoin de créer une plateforme web, tu peux créer une app mobile. Ou tu peux dire, en fait, c'est juste que les gens... pourquoi je ne suis pas connecté avec mes amis? En fait, c'est que je n'ai pas de nouvelles d'eux. Tu peux très bien faire, chaque jour, tu fais un plugin Chrome, tu dis, chaque jour, tu dois rédiger un mail qui est envoyé à tous tes amis avec une petite news de toi. Et voilà. En fait, il y a toujours plein de façons de résoudre votre proposition de valeur. Réserver des hébergements et des activités uniques Airbnb, ils n'ont pas besoin de plateforme. En fait, si tu n'as pas envie de t'embêter, tu fais un site, appelle-moi avec ton numéro de téléphone pour réserver ce que tu veux, je m'occupe de tout. Le mec t'appelle, tu bookes un hôtel, n'importe quoi, tu y trouves des activités et tout. Et voilà. En fait, vous avez toujours un million de façons de solver vos problèmes. Le fait de faire une plateforme, c'est juste qu'en termes économiques et de gestion, c'est plus simple. Si tu dois avoir un call center qui reçoit des calls toute la journée pour faire des réservations, c'est quand même moins simple que d'avoir une plateforme. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la technologie, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, et c'est pas... Enfin, le monde jusqu'à aujourd'hui, n'a pas attendu non plus Internet pour faire du business, quoi. Vous voulez faire des trucs nouveaux dans la mode, très bien, et la mode n'a pas attendu pour que ça soit un énorme business. La réservation d'hébergement, il y a des hôtels depuis des décennies. Donc en fait, oui, vous pouvez changer le fonctionnement du modèle, vous pouvez apporter votre vision à tout ça, mais fondamentalement, les gens ne vous ont pas attendu. Airbnb, en vrai, a juste simplifié et s'est dit, en fait, j'ai pas besoin des hôtels, je peux juste utiliser les maisons vacantes, mais c'est juste un modèle hôtelier, en vrai. Est-ce que ça répond un peu à vos interrogations? Oui, merci, oui, ça répond finalement à ce que je demandais. Et si, pour être peut-être encore plus concret, peut-être dans mon cas, nous, vu que ça va être une plateforme de démocratie participative, finalement, le but, nous aussi, tu as un insight qu'il va falloir qu'on ait beaucoup de citoyens pour montrer qu'effectivement les consultations qui seront faites seront représentatives d'un maximum de citoyens de la ville en question. Donc, mais finalement, s'il n'y a pas de maire qui utilise la plateforme, finalement, il n'y a pas de proposition de valeur qui est possible. En même temps, s'il n'y a pas de citoyens qui participent, finalement, s'il y a deux réponses à la consultation, finalement, il n'y a aussi plus de proposition de valeur. Donc, c'est pour ça que je me demande. En fait, ce qu'il faut que tu identifies, c'est quelle est la chose la plus forte. C'est est-ce qu'il te faut plus des citoyens et qu'ensuite tu contactes le maire en lui disant ça serait bien que tu t'occupes de tes citoyens parce que ça fait quand même 1 million de propositions qu'ils font et tu n'as répondu à rien. Ou est-ce que c'est le maire s'il est... Enfin, tu vois. Et pour moi, fondamentalement, si vous voulez faire un truc un peu dans les civitech, globalement, c'est plus important de partir du citoyen et ensuite d'aller voir les mairies en disant attends, en fait, tous les citoyens de ton village en fait, écrivent tout sur cette plateforme et en fait, tu t'en occupes pas. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, juste les gens sont déçus de leur maire, en fait. Ils ne sont pas déçus de votre plateforme, tu vois. Parce que, oui, effectivement, parce qu'actuellement, de ce que je comprends, les concurrents, c'est plus l'inverse, effectivement, c'est plus ils partent des mairies qui font... Ah ouais, mais en fait, c'est pas forcément ultra smart, parce qu'en fait, si déjà tu as plein de gens qui s'approprient la plateforme, en fait, un maire peut pas imposer à tous ses citoyens, la plateforme. Par contre, si tous les gens l'utilisent, globalement, ça incite le maire à lire et à écouter, quoi. Okay. Merci beaucoup. Donc voilà. Là, on va parler un petit peu aussi de comment identifier ce que sera la base de son MVP. Donc, en gros, là, vous devez avoir du coup identifié pas mal de choses sur vos concurrents, sur vos fonctionnalités, etc. Ce qu'il faut comprendre, du coup, j'en ai déjà parlé un peu dans les slides d'avant, mais c'est que la techno, c'est juste un moyen. En fait, globalement, vous pouvez très bien faire du business par email, ça marche très bien. Vous pouvez faire du business juste avec un numéro de téléphone, ça marche aussi.
La technologie, c'est juste un moyen d'optimiser votre temps et d'optimiser vos coûts. En fait, il ne faut pas que vous le voyez comme un truc bloquant. En fait, c'est très très rare les business où vous avez forcément besoin d'une énorme technologie. Donc ça, c'est vraiment le truc où vous devez vous poser et vous dire, en fait, comment je fais mon business sans avoir besoin de technologie. Ceux qui ne sont pas convaincus, je serais ravi de faire des calls avec vous, mais pour 80% d'entre vous, je vous trouve une solution pour faire votre business sans tech. Je le fais à chaque promo de startup à School Lab. Tout le monde vient en mode, il me faut un CTO, il me faut ceci, il me faut cela. En fait, il y a plein de façons de faire du business sans tech. Et même ceux qui arrivent parfois avec de la tech, je leur dis d'enlever la tech pour se concentrer sur du vrai business. Donc vraiment, il faut vraiment que vous pensiez votre proto, c'est quels sont les trucs minimums dont j'ai besoin. Est-ce que je peux le faire avec des outils existants? Vous voulez faire du matching, en vrai, Excel, ça existe depuis 30 ans, ça marche très très bien. Vous pouvez utiliser Airtable, qui est un Excel un peu orienté base de données, qui marche très très bien aussi. Vous avez Bubble, vous avez des outils no-code, vous en avez plein. Et donc vraiment, il faut juste que vous disiez c'est quoi la feature minimale et comment je la délivre sans faire de tech. Et vous allez vite vous rendre compte en discutant avec les gens, en demandant à des gens qui font un peu de tech, etc., que vous avez plein de solutions pour y arriver sans faire de technologie. Là, si vous avez des questions justement sur comment... alors, je n'ai pas le temps de faire tout le monde, mais s'il y en a 2-3 qui ont des questions sur comment faire un proto dans un domaine sans tech, n'hésitez pas. Ça peut peut-être donner des idées aux autres. Je vais reprendre typiquement mon exemple. Moi, typiquement, comment faire finalement cette plateforme de démocratie participative finalement sans tech, parce que finalement, c'est un peu compliqué. Et puis peut-être une deuxième. Toi, en fait, c'est ultra simple. Ton business, c'est ultra simple. En fait, tu as des gens qui doivent poster leur doléances. Ensuite, tu as des gens qui peuvent voter leur doléance. Okay, en gros, ça, c'est ton truc minimum. Et une fois que tu as des gens qui font ça, tu peux aller voir une mairie. Okay, pour faire ça, franchement, tu prends Airtable. Ça te prend 3-4 jours à setup. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Avec Airtable, tu peux faire un truc de demande comme tu veux faire. Et des trucs, par exemple, des mairies qui posent des questions, par exemple, pour le coup, des questions aux citoyens, pour le coup, parce que des trucs comme ça, nous, on avait pensé faire un truc avec une typeform, je sais pas quoi et tout, mais pour créer finalement des trucs pour que les exécutants, les admin puissent créer un sondage, puissent créer une consultation, finalement, j'ai pas trouvé tant de... Là, tu peux utiliser Bubble. Avec Bubble, tu peux faire un système de sondage, etc. Hyper simple. Les gens ont un accès, etc. Tu le fais avec Bubble. Là, c'est un peu plus long. Ça va prendre 2 semaines, je pense. Stéphane ? Ouais. Une petite question, parce que je vois que tu mentionnes beaucoup Bubble. Est-ce que on pourrait avoir un atelier de démo? Par exemple, moi, j'ai créé un compte, mais ça reste encore un peu flou, l'usage à ce niveau-là. Est-ce que c'est prévu un atelier de démo sur comment... Alors, ça, il faudra voir avec Martin, Marine et tout, mais je ne sais pas si c'est au programme, mais en tout cas, on a des gens qui s'y connaissent et qui peuvent faire un workshop. Ok, bon. Super, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai juste une petite question, Stéphane. Du coup, moi aussi, c'est du matching que je veux faire, en fait, donc proposer des tenues personnalisées à des clients. Est-ce que j'ai juste peur, en fait, en faisant sans, on va dire, tech, d'avoir une proposition qui est moins intéressante? C'est-à-dire que la qualité des tenues que je vais proposer soit moins intéressante pour le client. Alors, en fait, je vais te répondre à un truc très simple. Hein. C'est que, en fait, ton algo, il est codé par un humain. Donc, en gros, si de base, l'humain qui va te coder ton algo, tu sais pas quoi lui dire, de toute façon, il n'arrivera pas à te le coder. Il va pas inventer le truc, tu vois.
Après, tu peux ajouter. En fait, c'est ça le truc, c'est que qu'est-ce qui fait une belle tenue? J'en sais rien, il y a 1 million de facteurs. Si toi, t'es pas déjà capable de dire, en fait, les facteurs, il faut que ça soit ça, ça, ça. Tel t-shirt marche avec tel pantalon, etc., et que tu ne fais pas une base de données, ton développeur, il fera rien du tout. Ouais, oui, complètement. Mais justement, je travaille avec des stylistes pour ça, pour recréer tout ça. Ouais, j'avais juste, je me disais juste que le fait de ne pas avoir toute cette logique déjà faite, on va dire, ou qui va créer, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour recréer et pour envoyer le résultat au client. Bah après, en fait, il faut que tu le fasses au cas par cas. Donc, tu prends un premier client, tu lui dis, OK, tu t'habilles comment de façon générale? Ah, bah, en fait, non, il y a ça qui va pas dans ton style. Tiens, je te recommande ça, ça, ça. Tu rentres dans ta base de données. Tu fais un deuxième client, un troisième. Tu le fais un peu à la mano au début. Et dès que tu commences à avoir une vingtaine de clients, que tu commences à avoir une base de données, tu commences à automatiser. OK. Mais en fait, ça sert à rien d'automatiser des tâches que vous êtes capable de faire à la main, alors que vous savez même pas encore ce que vous faites, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vas demander à un développeur, tu vas dire, tiens, fais-moi un algo, OK. Au mieux, tu lui donnes déjà des facteurs, il va te coder le truc. Une semaine après, tu vas dire, ah ouais, mais il manque ça, ça, ça. Bah ouais, mais en fait, commencez déjà par vous poser les questions de qu'est-ce que vous avez besoin de comme data? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire comme liaison entre les données? Typiquement, bah, je sais pas, tu as un t-shirt, tu as besoin de dire que le t-shirt est bleu, et peut-être que tu as besoin d'une data qui est le lien entre deux couleurs. Par exemple, dire que du bleu et puis, je sais pas, du rouge, bah, en fait, ça va peut-être pas ensemble. Et dire que ce bleu-là et ce rouge-là, ça ne peut pas marcher. Et après, ton développeur peut te faire des algos hyper poussés, tu vois. Mais en fait, tout part de la data et de comment tu structures la data. Et pour structurer de la data et comprendre votre data, ça, c'est plutôt de l'orientation business, c'est pas de la tech. Et là, l'outil le plus simple que tu dirais, ça serait d'utiliser Airtable. Ouais, tu peux faire plein de tables, tu peux faire plein de liaisons, tu peux faire plein de trucs. Ok, super, merci. Steph, on a juste, avant de passer à la suite, une question de Caroline qui demande si tu peux réexpliquer comment choisir les fonctionnalités minimales pour MVP. Car là, tu parles de facteurs clés de succès, MVP par rapport à la valeur ajoutée client ou les deux. Merci. Ah, c'est toujours par rapport à la valeur ajoutée client. Enfin, de toute façon, en gros, il faut que vous sortiez une réponse au problème du client. C'est la seule façon de faire du business. Le deuxième truc, c'est il faut que vous y passiez le moins de temps possible. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous êtes une startup, vous êtes contraint par le temps. L'argent, globalement, vous en avez plus ou moins, mais on va dire que vous n'en avez pas trop en vrai. Donc en fait, votre contrainte à vous, c'est le temps. Plus vous mettez longtemps à faire des tests, plus vous vous rendez compte que vous allez dans la bonne ou la mauvaise direction, plus vous avez de chances d'échouer. En fait, il est là aussi le truc. C'est que pour construire un bon MVP, il faut que vous fassiez pas de code, que vous le fassiez très vite, et que tout de suite vous vous disiez ça marche pas, ou il faut que je modifie un petit truc pour que ça marche. Plus vous testez vite, plus vous avez de chances de réussir. Et comment tu choisis justement du coup les fonctionnalités que tu priorises? C'est-à-dire que si tu veux faire MVP avec une ou deux fonctionnalités clés, comment Faut en faire une. Vous prenez une fonctionnalité clé, vous essayez de la vendre. Mais comment est-ce que tu fais justement, je pense que c'est la question de Caroline, pour choisir la fonctionnalité que tu priorises? Ah bah là, faut regarder tes grilles, quoi. Là, j'ai pas de réponse toute faite, mais en fonction de ta grille, en fonction de tes compétiteurs, etc. En fait, si par exemple, dans tous tes compétiteurs, tu te rends compte qu'il y a une fonctionnalité que tout le monde demande et qu'ils l'ont pas faite, bah peut-être essaye de faire celle-là et de la vendre, en fait. Si c'est dans tes feedbacks, bah essaye de trouver là où tu as le plus d'occurrences, là où tu as le meilleur apport business et là où c'est le plus simple. Donc en gros, il faut que tu aies occurrence maximum, apport business maximum, difficulté minimum. Mais après, ça, c'est un peu au cas par cas. J'ai pas de réponse toute faite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous fassiez un truc le plus simple possible. Si c'est du business, en vous disant je veux faire de la mise en relation, faites-le par mail, en fait. Genre, vous prenez pas la tête à vous dire qu'il faut que le mec il ait accès à je sais pas quoi. En vrai, le mail, ça marche très bien. Et puis voilà. Yes. Ok, merci. Après ça, si vous voulez, une fois que vous aurez bien fait vos grilles, etc., moi, je pourrais review avec certains, si vous voulez, vos grilles et vous dire peut-être un peu là où aller, quoi. Ouais, sachant que, juste pour préciser à tout le monde, on a un atelier MVP qui est prévu la dernière semaine. Donc, Yves, il reviendra sur tout ça, normalement.
Est-ce que ça répond un peu mieux, Caroline, à tes questions? Oui, c'est très clair, merci. Ok. Donc voilà. Du coup, après, quand vous allez faire tout ça, vous allez commencer à pouvoir aussi à réfléchir à votre discours commercial. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez pu voir plusieurs choses. C'est que vous avez pu commencer à comprendre votre valeur ajoutée par rapport aux autres. Donc en fait, et vous allez aussi pouvoir voir comment vous vous différenciez. En fait, c'est hyper important de vous différencier des autres. En fait, si tout le temps vous êtes en confrontation avec les mêmes arguments qui est « Ah ouais, mais votre concurrent, il fait la même chose », vous n'arrivez pas à vendre. En fait, c'est hyper compliqué de vendre quand l'argument de la personne est l'autre que j'ai déjà fait la même chose. Donc, les points clés pour faire du business, c'est de pousser qu'est-ce qui fait votre différence. C'est là-dessus que tout joue. Le troisième point, ça va être votre prix. Donc là, c'est à vous d'estimer. En fait, globalement, c'est pas grave si vous avez un moins bon produit. C'est grave si vous avez un moins bon produit que vous vendez au même prix. En gros, c'est tout. C'est là aussi l'astuce. C'est qu'en fait, votre produit, si vous êtes obligé de le dégrader au début, vous ne pouvez pas le vendre le prix de votre concurrence. C'est impossible. En fait, tout de suite, l'argumentaire principal, ça va être « je comprends pas, parce que pour le même prix, j'ai 10 fois mieux ». En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est « ma valeur, c'est ça, je me différencie de telle façon, je suis un peu moins cher parce qu'effectivement, je n'ai pas toutes les fonctionnalités ». Et en fait, au début, n'hésitez pas à le dire à vos clients, en fait. Vos clients sont quand même, globalement, si vous vendez, surtout en B2B. En B2C, ça peut être un peu différent parce que les gens comprennent un peu moins, comprennent pas forcément tout ce qu'il y a dans leur environnement. Donc, en B2C, c'est un peu différent. Typiquement, les gens vont pas sur 50 sites non plus pour checker un prix. En B2B, globalement, si vous achetez une solution, c'est quand même quelqu'un qui cible plutôt vos problématiques et donc vous savez déjà un peu les prix de la concurrence, vous savez déjà un peu les outils, etc. Donc surtout, essayez pas en B2B de dire à un client « Non mais t'inquiète, le prix est bien, etc. » C'est mettez-vous un peu moins cher, expliquez direct au client « Pour l'instant, on a moins de fonctionnalités, on est une boîte qui a 1 an, on se développe. » Et en fait, ça passera tout aussi bien, surtout si vous adressez à des dirigeants d'entreprise. Ensuite, dans votre argumentaire commercial, vous devez tout de suite spécifier les fonctionnalités qui fait que cette personne doit acheter. Typiquement, si on reprend le matching de freelance, vous avez moins de fonctionnalités, par contre, vous avez un meilleur algo. Eh bien, très bien. Ma valeur, c'est que je vous match avec le top 3 des gens qui vont pouvoir répondre à votre problématique. Donc ça, c'est le truc. La différenciation, c'est justement que vous en matchez que 3, parce qu'en général, les plateformes de freelance, en fait, vous en matchent 50 dès que vous tapez un truc. Vous dites, notre prix, c'est tant, et on est un peu moins cher que la concurrence parce que blablabla. Et nos fonctionnalités, donc on n'a pas tout aujourd'hui, et vous pouvez aussi dire qu'est-ce que vous envisagez pour votre boîte. En fait, il y a une bonne façon aussi de vendre votre boîte, c'est d'essayer de pitcher aussi le futur de votre boîte. En fait, c'est un truc, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais les gens sont assez sensibles à se dire qu'en achetant aujourd'hui un produit, ils participent aussi à ça. En fait, c'est une très bonne façon de vendre, c'est aussi de dire, en fait, c'est aussi là que j'ai envie d'aller, et c'est en ayant des clients. Et donc, un bon argumentaire commercial, c'est la valeur, la différenciation, le prix, les fonctionnalités. Donc après, forcément, si vous avez plusieurs cibles, typiquement, forcément, là, à ce moment-là, donc votre valeur, votre différenciation, votre prix et votre fonctionnalité vont varier. C'est pour ça qu'il faut vraiment différencier la proposition de valeur globale de votre entreprise de votre argumentaire commercial qui, là, va être rodé cible par cible. Donc, typiquement, si vous faites un truc de freelancer, votre valeur pour l'entreprise, c'est « j'ai un pool de talents ». Votre différenciation, « j'ai un pool de talents préqualifiés », par exemple. En général, un truc que ne font pas les plateformes, c'est qu'ils ne qualifient pas les profils. Donc, vous pouvez dire « j'ai des talents préqualifiés à un prix plus juste ». Donc là, vous pouvez expliquer que vous avez changé de business model, etc. Vous expliquez quand même que vous gagnez votre vie. Et ensuite, vous dites tout de suite à l'entreprise, pour vous, les fonctionnalités clés, c'est A, B, C. Voilà, vous en listez 3 qui marchent bien. Et vous faites pareil pour le freelance. Notre valeur, c'est qu'on a plein d'entreprises pour travailler sur des projets hyper excitants. C'est des projets que tu ne trouves pas forcément sur les autres plateformes.
là, le prix, vous en parlez pas forcément parce que du coup, c'est un freelance, mais vous lui dites, on prend une commission sur ta prestation et les fonctionnalités clés sont A, B, C. Donc, en gros, c'est juste comme ça que vous construisez un argumentaire commercial. Il faut que ça soit simple et efficace et que la personne ait compris globalement ce que vous lui proposez et combien ça coûte. Alors, en B2C, c'est un peu moins vrai le combien ça coûte. En B2B, ayez un modèle qui est simple à expliquer. Parce qu'en vrai, plus c'est compliqué, moins vous avez de chances de vendre. Parce qu'en fait, des gens qui font du business, qui achètent des prestats, en fait, c'est assez courant. Et en fait, si on ne comprend pas un modèle, en fait, il y a peu de chances qu'on l'achète. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Peut-être juste effectivement, bien que tu avais déjà un peu répondu, est-ce que finalement, si l'une des fonctionnalités, enfin de différenciation, on pense pour l'instant effectivement que ça peut être sur l'utilisation ou pas d'une technologie spécifique qui apporte des bénéfices concrets pour une personne, il vaut mieux du coup parler effectivement des bénéfices, dire notre différenciation c'est on t'apporte ces bénéfices, que dire on utilise les technologies finalement. Ah bah oui, bah bien sûr. C'est bien mieux pour votre business de pitcher votre différenciation que vos technologies. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en vrai, les technologies, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas grand-chose. Dans les faits, c'est plutôt ça. Et deuxièmement, une technologie, ça ne peut pas être un facteur différenciant. En fait, votre technologie, vous l'utilisez à bon escient, mais au départ, si vous n'avez pas trouvé une façon de vous différencier, il n'y a aucune chance que votre techno vous serve à quelque chose. Ok. Il y a d'autres questions sur le sujet ou c'est à peu près bon pour tout le monde? Je crois que c'est clair. Ok, ça marche. Et du coup, alors là, je vais survoler brièvement, hein, mais c'est aussi pour que vous compreniez un truc, c'est que les grilles que je vous propose, elles s'utilisent vachement en fait dans l'amélioration continue de produits. Après, je vais vous présenter 2 outils que vous pouvez utiliser, dont un alumni qui vous a fait une super vidéo de présentation de l'outil qu'on vous partagera. Et donc ça, c'est des grilles qui sont en fait évolutives. Donc, il faut vraiment que vous le voyez comme un. En fait, tous les outils globalement que vous avez vus, je pense, jusqu'à maintenant, c'est des choses qui vous permettent de faire évoluer votre entreprise. Donc, c'est tout le temps des outils à prendre en main et à continuellement faire évoluer. Donc, c'est ce que je disais. Par exemple, une fonctionnalité qui est trop complexe aujourd'hui, elle est peut-être très simple demain parce que vous avez le bon profil pour faire cette fonctionnalité-là. Donc vraiment, ça, c'est des choses qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que tous les outils qu'on vous donne, c'est des choses qui vous permettent de vite faire évoluer votre business, votre produit, et que ça s'entretient dans le temps. Donc en gros, vous pouvez... Enfin, moi, en gros, j'utilise plutôt Harvester, qui est un alumni School Lab pépite. Il y a... Je sais plus, c'était la première promo, je crois, de Station F. Donc voilà, donc à développer un outil vraiment spécifique, orienté développement de produit. Alors là, ça s'adresse plutôt à des équipes qui ont déjà un produit, une équipe produit, etc. Mais voilà, donc il vous a fait une petite vidéo quand même pour vous présenter l'outil, donc regardez-la. Et le produit est vraiment bien fait, donc vous comprendrez aussi la partie feedback, etc., difficulté, etc., parce qu'il le reprend dans son produit. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez faire à peu près la même chose sur Airtable. Après, il faut juste que vous prépariez vos colonnes, etc. Mais Airtable est aussi un très très bon moyen de prioriser vos fonctionnalités, de faire vos grilles d'analyse. Donc voilà. Donc je vous invite à regarder ces 2 produits. Et ça, c'est vraiment des outils que vous aurez besoin dans le temps pour construire un bon produit. Donc voilà. Ah, là, c'est la fin. Donc voilà, donc du coup, ma présentation est finie pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à pas mal quand même de questions que vous pouviez vous poser. Je suis à dispo si vous avez besoin dans le Slack, n'hésitez pas à venir me parler en message privé.
Et donc voilà, je vous répondrai à toutes vos questions. Merci beaucoup, Stéphane. Eh bien, je t'en prie, Marine. Bonne journée à tous, du coup. Bon, ben, bonne journée à tous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Yes, salut. Merci beaucoup.